Salut, alors aujourd'hui on va s'atteler à quelques grandeurs qui posent souvent des problèmes de compréhension, probablement parce que c'est souvent enseigné d'une manière académique, mathématique, sans vraiment mettre l'accent sur vraiment ce qui se passe derrière physiquement. Ce sont ces notions de puissance, d'énergie et de valeur efficace. Tout ce lot de grandeurs sont étroitement liés entre elles et sont souvent utilisés comme ça sans vraiment voir ce qu'il y a derrière et pourquoi ça se comporte de cette manière. Alors, le cœur de tout ça, c'est la première chose auquel je vais m'atteler, c'est tout ce qui est notion de puissance et d'énergie. Donc, adapté au contexte de l'électricité, de l'électronique évidemment. En mécanique, il existe exactement les mêmes choses. Ce sont des grandeurs tout à fait similaires qui sont explicitées avec des formules différentes, mais c'est exactement la même chose. Mais là, bon, on va prendre tout ce qui est données physiques électroniques habituelles. Alors, pour commencer là-dessus, il est fondamental de partir sur les concepts de puissance et d'énergie. Il faut bien comprendre que la notion de puissance, intuitivement, on sent bien que quelque chose qui est puissant derrière, on peut en tirer quelque chose pour produire de l'énergie, de la chaleur, du mouvement ou quoi que ce soit. Mais il faut bien voir que la notion de puissance, c'est pas utile en soi parce qu'une puissance, c'est une grandeur instantanée. C'est vraiment une grandeur physique potentielle qui va donner éventuellement quelque chose d'utilisable qui est, elle, l'énergie. Ce qui nous intéresse à la fin, c'est l'énergie. Et l'énergie et la puissance sont liées par une seule et unique donnée, c'est le temps. En fait, l'énergie, c'est de la puissance qui a été donnée pendant un certain temps. Et ça, c'est tout bête, mais c'est fondamental. Et c'est de là que se déduit vraiment toutes ces notions de valeur efficace, etc. Tout part du concept en fait, d'énergie, parce que c'est une grandeur qui ne disparaît jamais, mais qui se transforme, selon les contextes et les montages. Donc, la première chose qui est fondamentale là-dedans, c'est la notion de rapport entre puissance et énergie. L'énergie, c'est facile à comprendre, c'est vraiment ce qui va nous servir. La puissance, c'est une description d'un montage, d'un générateur ou quelque chose qui va absorber de l'énergie, mais qui est un simple indicateur, qui ne dit pas plus qu'un potentiel d'émission ou d'absorption d'énergie. Okay. Et la loi fondamentale de ça, c'est tout simplement... Alors, je vais l'écrire sous la forme de formule intégrale. L'énergie, c'est l'intégrale pendant une durée t d'une puissance qui va varier dans le temps. Alors, écrit comme ça, c'est très académique, mais c'est très facile à comprendre. Simplement, si par exemple un générateur fournit une puissance qu'on va dire variable dans le temps, l'énergie, c'est en fait la surface de cette courbe-là. Alors pourquoi c'est ça? C'est facile à comprendre quand on se met dans le cas simplifié. Lorsqu'on a un générateur qui fournit de la puissance, par exemple une résistance, simplement quelque chose, un générateur de tension constante qui fournit de l'énergie à une résistance constante, simplement on va avoir une puissance qui va être dissipée par la résistance et qui va être émise par le générateur, qui va être simplement, par exemple, RI carré, le courant qui circule en résistance, etc. Ça va être un courant constant, donc une puissance constante. Et si on regarde sur un temps donné t, on a simplement quoi? Si ici, je prends la puissance et l'énergie qui, elle, est l'intégrale de ça, comme la puissance ici est constante, en fait, l'intégrale disparaît. On se retrouve ici, dans le cas ici, la puissance, c'est simplement l'énergie, c'est la puissance fois le temps. C'est ça appliqué à une puissance constante. Et l'énergie, on voit bien que là, c'est la puissance, là, c'est le temps, et le produit des deux, c'est la surface du rectangle là. Alors ça, c'est les versions constantes, c'est facile à voir. Alors quand la puissance varie dans le temps, c'est exactement la même chose. C'est la surface ici. Donc c'est le lien qu'il y a entre puissance et énergie. La puissance, c'est pas quelque chose qui est facile à manipuler parce que c'est une grandeur instantanée qui physiquement est impossible à choper. Donc par contre, l'énergie, alors là c'est beaucoup plus facile à assimiler parce que l'énergie, c'est par exemple combien de temps je vais mettre pour faire chauffer un litre d'eau lorsque je vais mettre une puissance qui va dissiper 1 kW. Combien de temps? Il faut une certaine énergie pour faire chauffer de l'eau, et il ne faut pas une puissance pour faire chauffer de l'eau. C'est toute la différence.
Donc, ça, c'est vraiment le point de départ de tout. Okay. Donc, maintenant qu'on est passé à ça, on va voir en électricité comment ça se passe. En électricité, il y a une formule qui régit la puissance en fonction des grandeurs qu'on manipule habituellement en électronique, c'est le lien entre la puissance, qui peut être variable, qui est le produit simplement de la tension aux bornes d'un appareil, fois le courant qui circule dans cet appareil. Alors là, c'est la formule générale, rien n'est dit à propos de la forme du courant et de la tension. Et il n'y a absolument rien qui est sous-entendu là-dedans. On manipule souvent des versions simplifiées, ça peut être des sinusoïdes ou des valeurs constantes, mais en fait, il n'y a absolument aucune contrainte sur la forme du courant, de la tension, pour donner de la puissance. Ni le signe d'ailleurs. Le signe, la tension peut être négative avec un courant positif, ce qui peut arriver dans certains cas, et on a des puissances négatives, ce qui est plus bizarre. Mais on va voir pour qu'est-ce que c'est que ça. Bon. En fait, en pratique, les puissances en électronique se retrouvent dissipées sous forme de chaleur, ou éventuellement, via des transducteurs, c'est converti en mouvement ou en force, comme le cas d'un haut-parleur. Ici, on va rester dans les montages purement électroniques. On va prendre le cas le plus simple, qui est en fait un générateur, qui peut être variable, sans problème, et une impédance. Donc, il va circuler dedans un courant variable, et évidemment une tension variable. Ça, c'est le cas général, où le générateur va fournir de l'énergie, et l'impédance va éventuellement dissiper de la chaleur. Ça, c'est le cas le plus général, et c'est souvent là qu'il y a des confusions. Et c'est là où je vais rentrer dans les parties glauques qui effraient quelquefois les gens qui font de l'électronique. C'est tout ce qui est notion d'impédance quand il y a des condensateurs, des selfs, où c'est difficile de comprendre pourquoi il n'y a pas de puissance dans la charge quand par exemple, on met un générateur variable sur un condensateur, aux résistances du circuit près. Et pourquoi un condensateur ne dissipe pas d'énergie? Pourquoi il n'y a pas d'énergie là-dedans? Et pourquoi EDF, lui, ne supporte pas qu'on mette des condensateurs sur son réseau? Parce que lui, il lui envoie du courant et il va fournir de l'énergie, bien qu'elle ne soit pas dissipée dans les impédances. Alors, on va voir ça. Pourquoi ça fait ça? Mais je vais commencer par le cas le plus simple. Ici, le cas où, simplement, ça va être un générateur variable qui va attaquer une résistance pure. Donc ici, on a un cas très simple, parce que si on a une résistance ici, l'intégralité de l'énergie fournie par le générateur va être dissipée en chaleur. Donc ça, c'est vraiment un cas extrêmement simple, et ça ne pose pas de problème. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, simplement, on va voir éventuellement la tension. On va voir le courant qui va être exactement la même chose que la tension à une échelle près, et l'échelle, c'est la résistance. Voilà. Donc le produit des deux, comme ils sont parfaitement synchronisés parce que c'est une résistance, la puissance, le produit des deux, ça va forcément être un truc comme ça. Quand je dis un truc comme ça va être forcément un truc positif. Parce que si la tension devient négative, forcément le courant va devenir négatif. Parce que la résistance va forcer ce lien étroit entre courant et tension. Donc la puissance sera toujours positive quoi qu'il se passe. Et cette notion de puissance positive, ça veut dire que l'énergie va être dissipée quelque part. Et ça donne le lien entre le fait que la résistance va garder de la puissance, c'est-à-dire la puissance dissipée par la résistance elle est toujours positive, donc il faut bien qu'elle aille quelque part. Si elle allait nulle part, en fait, ça voudrait dire que la résistance accumule de l'énergie sans jamais dissipée, et à un moment, on se demande bien ce qui peut se passer. Et simplement, cette énergie n'est pas accumulée dans la résistance, elle est convertie en chaleur, automatiquement. Et le rendement est de 100%. Donc dans le cas de la résistance, on voit que parce que courant et tension sont toujours ensemble, on a toujours une puissance positive et physiquement, ça se représente sous le fait que ça va toujours dissiper de l'énergie et là, ce sera de la chaleur. Alors maintenant, si on part d'une impédance, ici qu'on va dire pure, ça peut être soit une kappa, soit une self, soit l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je vais prendre un cas sinusoïdal pour bien voir ce qui se passe. Là, c'est une raison pour laquelle EDF impose que les appareils ne se comportent pas comme des selfs ou des condensateurs.
Pourquoi c'est ça? Pourquoi il y a des compensations, on appelle cos-phi sur les appareils? Pourquoi EDF déteste les appareils qui sont mal compensés? Simplement, on va prendre un cas sinus, je prends le générateur de tension, il est comme ça. Alors, bon, tout simplement, vu qu'il n'y a absolument rien d'autre que l'impédance, la tension, donc, elle suit ça. Alors, si c'est une capa ou si c'est une self, le courant, il n'est pas en même temps que la tension. Il est décalé de plus ou moins 90 degrés, selon si c'est une capa ou une self. Ici, je veux dire, le courant, il en avance. Toujours 90 degrés. Donc, ici, je suis toujours à pi sur 2. Il y a un décalage. Donc, selon si c'est une capa ou une self, c'est soit 90 degrés devant, soit 90 degrés derrière. Et la puissance, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle devient? Et la puissance, c'est toujours le produit des deux. Ça, c'est toujours valable. Sauf que là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que la puissance va être parfaitement symétrique, de fréquence double. C'est plus difficile à dessiner, voilà, ça va être comme ça. On va se retrouver, même pas, non, d'ailleurs, je l'ai fait à l'envers. C'est dans l'autre sens. Voilà, je vais le garder comme ça. Ici, je l'ai fait faire. Ça, c'est moins P. C'est le produit des deux. Donc ici, c'est positif. Et là, ici, j'ai une partie négative, positive. Ici, j'ai une partie positive parce qu'elles sont positives. Ici, c'est négatif. Voilà. Là, j'ai moins P. Bon, je l'ai dessiné à l'envers, mais bon, c'est le produit des deux. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Par construction, bon, la puissance, elle est d'une fréquence double. Mais surtout, il y en a autant au-dessus qu'en dessous. C'est-à-dire que le bilan de tout ça, c'est que la puissance, ça c'est le temps, donc l'énergie, si on prend le bilan de tout ça, à chaque fois, il y a une compensation dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, la puissance qui en résulte est nulle. Évidemment, si je m'arrête à cet endroit-là, en fait, il y aura un bout de puissance qui aura été injecté là-dedans. Mais simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y aura pas de chaleur qui va être dissipée. Simplement, le composant, la capa ou la selle, va emmagasiner de l'énergie potentielle, va soit emmagasiner des charges ou emmagasiner de l'énergie magnétique. Mais ce n'est pas l'énergie qui va se dissiper en chaleur, c'est l'énergie qui est prête à sauter, après à être restituée au moindre événement qui pourrait le permettre. Et en fait, c'est ce qui se passe ici. Quand le générateur se retourne, en fait, il va décharger le condensateur ou virer l'énergie magnétique qu'il y a dans la self. Et à aucun moment, il y a déperdition d'énergie là-dedans. Simplement, ces composants-là sont des accumulateurs et des composants qui réémettent de l'énergie qu'ils ont accumulée. C'est absolument pas la même logique qu'une résistance qui ne fait qu'absorber de l'énergie et la restituer en chaleur. C'est pour ça que ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune énergie ici dissipée, restituée. Ça ne fait qu'accumuler et restituer. Par contre, le générateur, lui, il n'arrête pas d'envoyer du courant, de recevoir. Alors lui, il envoie, il crée de l'énergie, il faut le faire tourner. Lui, il voit une charge, mais la charge, elle ne voit rien, il ne fait que prendre et restituer. Et c'est ça que EDF déteste, parce que lui, ça lui fait fournir de l'énergie, mais au compteur, il ne se passe rien. Voilà le problème qu'il y a lorsqu'on travaille des puissances dont les courants et les tensions ne sont pas synchrones en même temps. Et c'est très simple à comprendre, cette histoire. Et en fait, ici, je suis dans le cas idéal où j'ai une capa, une self pure, et quand, en fait, l'impédance, elle, est un mix de tout ça, en fait, on se retrouve à quelque chose qui est moins écarté. Donc, on peut avoir des bosses, une asymétrie dans la puissance. Donc, on a une partie de puissance qui est restituée en chaleur, c'est dans la partie résistive, mais on a une déperdition. Quand même, lui, il va émettre plus d'énergie qui pourrait être dissipée que lui va l'en dissiper. Elle va être restituée dans l'autre sens. Et ça, cet angle, c'est ce qu'on appelle le cosinus phi. Cet angle ici, c'est pi sur 2. Le cosinus phi est de 0. Alors là, c'est l'appareil qui est l'enfer pour EDF, parce que simplement, lui, il émet de l'énergie, mais la charge, elle le restitue de l'autre côté. Donc, il n'y a aucune énergie récupérable à ce niveau-là. Ça, c'est dans le cas d'un cosinus phi de 0. Simplement, c'est le pi sur 2 ici. Sinon, dès lors qu'il y a une résistance, en fait, ça va se rapprocher. Et quand l'angle est nul, c'est parfaitement superposé, on a un cosinus phi de 1. Et donc, on a une puissance qui est totale. Et en fait, cette puissance récupérable, on va dire, récupérable, c'est U fois I fois cosinus de l'angle. C'est la puissance réelle. Ce n'est pas la puissance apparente. Alors, la puissance apparente, c'est qu'on écrit en VA, volt-ampère.
c'est celle qui n'utilise pas ça. C'est justement ce que le générateur doit fournir. La puissance réelle restituée, c'est cette partie qui reste de la puissance quand on fait le calcul, et c'est juste en fait la partie résistive du montage qui la récupère. Et ça, c'est bon, c'est pour ça que quand il y a des selfs, comme des moteurs, on met des condensateurs pour compenser. Bon, c'est tout bête, hein, c'est vraiment... Mais c'est souvent décrit d'une manière ultra théorique, et c'est pas toujours super clair, alors que c'est vachement simple derrière. Bon, donc ça, c'est une notion de puissance et des choses comme ça, c'est fondamental. Et c'est vraiment la base de beaucoup de propriétés qui sont un peu nébuleuses quand on manipule des valeurs efficaces ou des comme ça. Alors, j'ai attaqué le cas simple, le cas constant. Donc je reviens au cas où là, dans ce cas-là, j'ai une pile et j'ai une résistance. Alors là, c'est facile. La pile, elle a une tension U, il y a un courant I et j'ai une résistance R. Et elle va dissiper une puissance pendant un certain temps, ce qui doit donner une énergie. Elle va dissiper pendant un certain temps la puissance ici U fois I, ou R I carré, ou U carré sur R, hein, comme tout est lié, bon voilà, il y a trois formules, c'est ces puissances. Mais la puissance en elle-même, elle ne dit rien. Ce qui compte, c'est l'énergie qui va être dissipée, donc c'est la puissance fois le temps. Comme je suis constant, c'est la formule avec l'intégrale se réduit à ça. Et la puissance fois le temps, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est donné en joules. Hein. Ou des watts secondes. C'est exactement la même chose. Hein. Alors, le joule, ben, c'est l'unité d'énergie. En mécanique, on a d'autres formules qui fournissent aussi des joules. Et donc, il y a une parfaite équivalence. C'est-à-dire qu'avec cette notion d'énergie est universelle, quel que soit le domaine, que ce soit l'électronique, la mécanique ou je sais pas, des réactions chimiques ou des choses comme ça, elles sont toutes liées par de l'énergie qui est sous la même unité. Donc ici, on peut avoir, si on avait des transducteurs parfaits, ici une énergie électrique due à un échauffement qui pourrait fournir une force sur un montage qui nécessiterait tant de watts pour bouger. C'est exactement, cette énergie-là, elle est utilisable dans tous les domaines. Et ici, dans le domaine électrique, avec un courant et une tension, ben, on est sous cette forme-là. Et on obtient des joules à la fin, pendant un certain temps, qui sont dissipés par la résistance. Donc de joules, c'est ce qu'il faut pour chauffer un litre d'eau, par exemple. Si on met la résistance dans un litre d'eau, ben, elle va fournir tant de joules au bout d'un certain temps. Et pour chauffer un litre d'eau de tant de degrés, il faut, je crois qu'un litre d'eau pour 1 degré, c'est 4000 joules. Quelque chose comme ça, 4100 joules de tête. Donc, on voit combien de temps il faut faire chauffer une résistance qui fait 100 watts pour faire chauffer un litre d'eau jusqu'à 100 degrés. On peut le calculer directement comme ça. Donc là, c'est un cas vachement simple. Rien ne dépend du temps parce que tout est constant. Et donc, c'est un cas de figure idéal qu'on aimerait bien manipuler tout le temps. Alors, maintenant, si on vient au cas variable, où là, je me retrouve avec un générateur, E, qui, pareil, fournit sur une résistance. Bon, maintenant, je suis sur le cas résistif parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est toute cette notion d'énergie qui nous intéresse, tout ce qui est capacitif et self. Bon, ben ça, c'est la partie gâchée qui ne nous intéresse pas spécialement. Donc ici, on a un courant variable, on a une tension variable, et donc on a une résistance qui fournit une puissance variable durant un temps t. Voilà. Donc, maintenant, c'est chiant parce que l'énergie, elle dépend du temps. Là, je ne peux plus écrire ça déjà. Ça, c'est la version simple, constante. Ça, ce n'est plus valable. Je suis obligé de revenir à cette définition plus complète, universelle. C'est l'intégrale de la puissance pendant un certain temps. Et ça, c'est chiant à manipuler parce que l'énergie dépend du temps et tout. Enfin, elle dépend de grand T ici. C'est chiant à utiliser. Surtout si le signal n'a pas de régularité, si bon, le signal étant quelconque, combien de temps, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, on se dit, mais ce truc-là, pendant le temps t, il va dissiper de l'énergie, il va faire tant de joules. Je me dis, c'est totalement équivalent à un autre appareil qui, lui, est doté d'une pile, avec la même résistance, avec une certaine tension U, que j'appelle URMS, qui va donner un courant IRMS, et pendant le temps t,
R d'ici E. La même énergie. Joule. Alors ce serait bien si on pouvait en fait trouver ces grandeurs qui elles deviennent constantes, qui est l'équivalent de ça. J'ai appelé RMS parce que c'est la définition des valeurs efficaces, ou valeur RMS en anglais. C'est la définition même du truc. Ces valeurs efficaces, donc qui ne sont valables que pour le courant et la tension, hein, parce que ce sont les valeurs qui vont nous définir l'énergie qui, elle, est constante. Qui est constante. Ici, c'est la valeur pivot, c'est l'énergie. La puissance en est déduite directement. Mais nos vraies grandeurs ici, c'est le courant et la tension. C'est ça qui fait varier le tout dans le temps. C'est pas la puissance. La puissance est déduite de I et de la tension. Donc, les valeurs RMS n'intéressent que courant-tension, pas la puissance. Même si c'est un abus de langage de dire des puissances RMS, en fait, c'est incorrect. C'est ambigu, on va dire. Normalement, la puissance découle de la tension et du courant. Donc, c'est les tensions et les courants qu'on veut rendre constants. Et de fait, la puissance va le devenir. Mais les valeurs RMS sont des valeurs équivalentes à des valeurs en temps. Et c'est ça qu'on voudrait obtenir. Alors, ici, c'est plutôt facile à faire l'équivalence. Parce que ici, ce E de T que j'ai calculé au-dessus, mais ici, ça devient R, par exemple, I RMS carré, ou R sur U RMS carré, fois le temps. Beaucoup plus simple que cette équation sous la forme 0 à t de, ici on va prendre R I carré de t dt. C'est plus chiant de manipuler ça que ça c'est super facile. Donc comment on pourrait trouver ces valeurs RMS pour manipuler que ça et ne plus avoir à manipuler les grandeurs variables? Mais en fait, c'est très simple. Mathématiquement parlant, c'est extrêmement simple. D'un côté, j'ai quoi? D'un côté, j'ai... on va prendre les tensions. Avec le courant, c'est exactement pareil. On va prendre les tensions. On va prendre la valeur RMS. C'est URMS carré sur R. Pendant un temps t. C'est-à-dire, ça va valoir, avec les grandeurs variables, ici, ça va être U carré de t, donc la grandeur variable sur R, dt. Bon, ouais, après, c'est facile. On voit que R est pareil des deux côtés. R est constant, donc il sort de l'intégrale, donc on peut simplifier tout ça. On n'a plus besoin de ça. Ça ne dépend pas de R. C'est là, le truc est encore plus simple, parce que ça ne dépend même pas de la résistance. Donc, ici, c'est simple, hein. Ici, on peut reprendre U RMS. Ça va être la racine de 1 sur t, intégrale 0 à t de U carré de t dt. Bon, ça c'est la formule qu'on apprend à l'école. Et c'est de là qu'elle vient. Alors on voit tout de suite d'où ça vient. C'est une équivalence. Ça c'est vraiment une valeur artificielle qui est utilisée pour être plus facilement manipulable. Mais elle a un sens physique, mais c'est surtout une manière de simplifier la manipulation de toutes ces grandeurs variables. Donc ça c'est la formule vraiment simplifiée, c'est celle qu'on a dans les bouquins. Donc c'est plutôt très simple à comprendre, hein, ce système-là. Maintenant, il y a quand même une difficulté, une ambiguïté. C'est T, ça vaut combien? Parce que je n'ai rien dit sur combien de temps il faut prendre. Justement, c'est pas. Alors, mathématiquement parlant, T, ça devrait valoir l'infini. Mais les infinis, c'est chiant. Alors, il existe, grossièrement, on pourrait en faire plus de catégories, mais pour simplifier, je dirais 3 types de signaux qu'on va manipuler. Les signaux périodiques, les signaux aléatoires, c'est-à-dire que même si les valeurs ne sont pas à un instant donné prévisibles, ça suit une loi mathématique globale. Et les autres. Alors, les signaux périodiques, eux, ils ne posent pas de problème. Parce que la valeur RMS d'un signal périodique
qu'on le prenne sur une période, qu'on le prenne sur deux, ou qu'on le prenne sur autant qu'on veut, en fait la valeur RMS ne va pas changer. C'est la même sur une période, c'est la même sur deux périodes. Simplement, on va calculer l'énergie 2 fois plus longtemps et on va diviser par 2 fois le temps. Donc on va se retrouver toujours avec la même chose. Donc les signaux périodiques ont la même valeur RMS à une période près. Enfin, chaque période a la même valeur RMS, donc on peut se contenter d'une période pour le calcul. Donc on a viré l'infini en ramenant à la taille de la période. Ça, c'est un cas simple. Un peu plus compliqué, les signaux aléatoires. Alors pourquoi on les met là? Parce qu'en électronique, c'est extrêmement courant. C'est parce que les signaux aléatoires se trouvent sous la forme de bruit. Et la notion de bruit est extrêmement importante, même fondamentale en électronique. Quand on manipule les sources de bruit, on va manipuler des valeurs efficaces, des valeurs RMS. Et les signaux aléatoires, eux, le T, lui, il n'est pas défini en tant que durée de temps, mais simplement le fait que les signaux aléatoires suivent des lois statistiques particulières, on peut calculer la valeur RMS quand même. C'est un calcul mathématique direct qui peut donner la valeur même si t est infini. Donc ici, mathématiquement, on a les outils pour le faire. Le problème, c'est les autres. Les autres, en pratique, on ne manipule pas. On manipule souvent ces deux types. Les autres, souvent, il n'y a pas de valeur RMS. Par exemple, un signal tout bête, un signal qui est croissant comme ça. Il n'y a pas de valeur RMS. Parce que si je prends un temps donné, ça va valoir une valeur. Si je prends un autre temps, ça va valoir une autre. Si je vais à l'infini, ça vaudra l'infini. Et l'infini ou non défini. Disons qu'il y a plein de signaux où il n'y a pas de valeur RMS parce qu'on ne peut pas tendre vers quelque chose. Donc, les autres, c'est ceux qui posaient le problème, mais en général, en électronique, on ne les rencontre pas. Alors, il peut y avoir peut-être des cas particuliers, mais c'est essentiellement ça qu'on rencontre. Et c'est ça c'est ce style de signaux qui sont substitués par des valeurs efficaces quand on fait les calculs, pour simplifier. Alors ça, je vais finir par deux exemples de manipulation sur les signaux périodiques et les signaux aléatoires. On va déjà essayer de retrouver, pour un sinus, c'est quoi la valeur RMS d'un signal sinus. Alors on va prendre une tension, un générateur qui va fournir une tension U0 sinus T. Bon. Donc la période ici, c'est 2π. La période en T, c'est 2π. Si on prend la formule, elle est vraiment très simple. La formule, ça va être donc la racine de 1 sur T de l'intégrale de 0 à T. Donc, on va prendre, je sais pas moi, donc U de T, carré de T et T. On va le prendre en tension. Au courant, c'est pareil. On suffit de remplacer dans tout ça. Donc ça va être du 1 sur 2π intégrale de 0 à 2π de sinus carré t dt. Ici, il va être U0 carré. Voilà. Avec une racine. Hop. Bon, comment faire? C'est simple. Le U0 carré, il sort. Donc on va se retrouver avec U0 carré, il sort. Ensuite, il va y avoir 1 sur 2π. Alors l'intégrale de sinus carré de t sur 2π, ça vaut pi. C'est pour regarder les tables d'intégrale. Voilà, ça donne ça. Bon, et puis voilà, on simplifie. Donc ça fait U0 sur racine de 2, ce qui est la définition de la valeur RMS. Donc on va finir sur un dernier exemple sur pourquoi on met des transistors en parallèle pour baisser le bruit global du système et obtenir un rapport signal-sur-bruit meilleur. Alors ça, c'est lié ici à des signaux aléatoires, qui sont le bruit, et aux lois qui régissent ce style de signaux lorsqu'ils sont utilisés conjointement. Alors, avant de mettre des transistors, on va voir ce qui se passe quand on se retrouve avec des sources de bruit, par exemple une source de bruit E1, une source de bruit E2, qui sont donc des grandeurs en tension qui varient dans le temps, et pour une raison ou une autre, elles se retrouvent additionnées et se retrouvent en sortie avec une charge, avec donc une tension de sortie de bruit, E de T, qui est un mélange des deux. Alors, évidemment, instantanément, c'est régi par les lois des tensions, donc il y a bien la somme des tensions qui se fait. Mais le problème, c'est que, comme ce sont des valeurs aléatoires, on n'a aucune idée de ce que vaut une valeur à un instant donné. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'elles suivent des lois de probabilité. Donc,
on ne va pas pouvoir manipuler les valeurs dans le temps d'une manière instantanée. Et c'est pour ça qu'on va travailler, non pas avec ça, mais avec les valeurs RMS équivalentes. Parce qu'on peut les calculer, parce qu'on connaît les lois statistiques qui régissent ces signaux. Alors ici, on va avoir une tension E1 RMS, qui, elle, ne dépend plus du temps de RMS, et une tension de sortie ERMS. Alors ce qui nous intéresse, c'est la tension de sortie, qu'est-ce qu'elle devient en fonction des tensions d'entrée, RMS, lorsque des sources de bruit s'additionnent. Alors les sources de bruit qui s'additionnent, en général, elles ne sont absolument pas corrélées entre elles. Donc il n'y a pas de règle, par exemple de proportionnalité ou quoi que ce soit entre elles. S'il y avait une règle de proportionnalité, en fait, on se retrouverait avec un coefficient devant la source au niveau de la tension en temps, et donc on se retrouve qu'avec une seule source. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème ici, c'est quand les sources n'ont rien à voir entre elles. Par contre, elles ont des valeurs RMS quelconques, et elles vont fournir en sortie quelque chose. Alors, évidemment, on se retrouve avec la loi, enfin la règle de départ, qui est ici la seule chose qui se conserve et qui nous intéresse, c'est l'énergie. Les deux sources de tension ici aléatoires fournissent de l'énergie dans le temps. Donc ici, pendant un temps donné, ça va fournir l'énergie E1, ici ça fournit l'énergie E2, et ici évidemment ça va fournir une énergie E, qui est E1 plus E2. Ça c'est incontournable, il n'y a pas de perte d'énergie, ça ne se crée pas, ça ne disparaît pas, ça se retrouve en sortie. Maintenant, on a un lien simple entre l'énergie et les tensions RMS. Alors ici je ne vais peut-être pas prendre E, on va prendre petit e pour éviter de confondre. Hop, comme ça, ce sera plus facile. Donc, le lien entre l'énergie et les tensions RMS, elles sont assez simples. L'énergie, par exemple, on va prendre E1, c'est la puissance fois le temps. Quand les puissances sont constantes, ici la puissance, ce sera en utilisant les tensions RMS qui sont constantes. Donc on peut utiliser cette fonction-là, et non pas la fonction intégrale plus générale. Ici, la puissance, comme si on a une résistance R, la première, on va prendre en tension par exemple, ça va être E1 RMS au carré sur R fois le temps. E2, ça va être pareil, ça va être E2 carré RMS sur R fois le temps. Donc chaque source sur cette résistance-là va fournir ces énergies-là. Et en sortie, E, qui est la somme des deux, on va se retrouver avec une sortie E qui sera égale à E1 carré RMS plus E2 carré RMS, ici, sur R fois le temps. Mais E, c'est aussi, évidemment, E RMS carré sur R fois le temps. Quand on égale ces deux choses-là, on voit que le temps est identique, la résistance est identique, on voit le lien qui apparaît entre ces deux tensions RMS ici et la tension RMS résultante. Et en fait, la tension RMS résultante suit le fait qu'elle LV au carré, c'est la somme des carrés des deux autres. Voilà. Et là, les lois d'additivité ne sont pas simples, elles sont quadratiques. Et lorsqu'on manipule des valeurs RMS, on manipule des valeurs quadratiques et on somme des valeurs quadratiques. Si on revient en fait en tension, c'est-à-dire qu'on prend la racine carrée de ce membre-là pour obtenir la tension de sortie RMS, on voit que la loi d'additivité n'est pas simple. Pourquoi? Simplement parce que c'est ça qui s'additionne d'une manière normale. C'est pas ça. Ça, c'est le résultant parce que l'énergie est au carré de la tension. Avec les courants, c'est exactement pareil. Donc, ça, c'est une des lois fondamentales lorsqu'on manipule les valeurs RMS, c'est qu'elles se somment quadratiquement. Donc, une des implications de ça, c'est que, par exemple, si une des tensions a une valeur RMS qui est un dixième de l'autre, en sortie, il y en a une qui va avoir un facteur 100 par rapport à l'autre. C'est-à-dire que en sortie, il y en a une qui va carrément n'avoir aucune influence parce que elle se somme au carré. Donc, ici, la loi qui régit les tensions RMS, c'est la somme des carrés. Alors maintenant, on va se mettre dans un cas qui est souvent rencontré en audio lorsqu'on veut faire des étages d'entrée très faible bruit, c'est la mise en parallèle de transistors. Bon, ici, on va prendre des cas bipolaires. J'ai N transistors bipolaires. Donc là, je vais être très schématique, je ne vais pas prendre un schéma réel en soi, c'est juste le principe. J'ai N transistors en parallèle. Toutes les bases sont reliées et j'ai une tension d'entrée ES. Tension d'entrée, on va prendre VE. Donc, tous ces transistors sont reliés en parallèle.
On va prendre un montage simple avec une résistance de charge, une tension. Et ici, on va avoir la tension de sortie, VS. Puis bon, je ne m'occupe pas de la polarisation des transistors. Hein, bon, je ne m'occupe pas de ça. Mais disons qu'ils sont tous attaqués par la même chose. Chaque transistor est polarisé de telle sorte qu'il a un courant ici I de repos. Lorsqu'on ici met une tension variable, ici on va avoir un courant variable, donc il a une transconductance donnée. Et chaque transistor est identique. Alors ça, c'est dans le fonctionnement idéal. Maintenant, chaque transistor fournit, indépendamment de la tension d'entrée, du bruit. Parce qu'à l'intérieur, il y a des bruits de grenaille, il y a des bruits thermiques, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et donc, chaque transistor va avoir une contribution en sortie, qu'il y ait une tension d'entrée ou pas. Et évidemment, il y a aussi le bruit de la résistance ici, mais je ne vais pas le compter, je m'intéresse qu'au transistor. Donc chaque transistor va fournir une tension de bruit E, RMS, que l'on peut évaluer en fonction de la tension de bruit instantanée. Donc les constructeurs peuvent fournir ce genre de truc. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En sortie, si j'ai une charge donnée, chaque source va s'additionner et fournir un résultant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la tension de sortie totale est régie par ET, qui sera la racine de E ici, E carré, plus E carré, plus E carré. Et là, il y en a N, si j'ai pris N transistors. Okay. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être racine de N, E, le bruit de chaque transistor, et le bruit résultant sera racine de N fois le bruit de chaque transistor. Alors c'est étonnant qu'en fait ce ne soit pas N fois, mais tout simplement parce que comme à un instant donné, un transistor peut avoir un bruit négatif, l'autre un bruit avec une valeur positive, ils peuvent des fois s'annuler, des fois se cumuler. Et donc, selon les lois statistiques utilisées, on se retrouve à une addition qui n'est pas linéaire. Donc, alors ici, on voit que la tension de sortie n'est pas N fois le nombre de transistors, mais seulement racine de N. Néanmoins, on peut se dire que c'est un problème, parce que même si ce n'est que racine de N, on a quand même racine de N fois plus de bruit qu'avec un seul transistor. Mais, quand on met N transistors, le montage ne réagit pas de la même manière. Chaque transistor fait I, donc chaque transistor fournit un bruit E quand il est utilisé avec un courant I, etc. Mais là, ils sont tous en parallèle. Donc, ce qui traverse la résistance de charge, c'est NI. Et en fait, la tension de sortie, VS, c'est N fois le VS avec un seul transistor. Le gain du montage est multiplié par le nombre de transistors, tout simplement parce qu'on a multiplié le courant qui est issu des tensions d'entrée dans une même charge. On n'a pas changé la charge. Qu'on mis un transistor ou N, on a gardé la même charge, mais on a multiplié le courant. Donc on a un gain en tension qui a été multiplié par N. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que le rapport signal sur bruit, le bruit a augmenté racine de N, mais le signal a augmenté de N. Donc, le rapport signal sur bruit, bon, après, c'est signal sur bruit, il a été amélioré de racine de N. Et donc, ça vient simplement du fait que le gain du montage et l'augmentation du bruit ne vont pas à la même vitesse. Et le gain va beaucoup plus vite que le bruit. Et c'est pour ça que la mise en parallèle de transistors est utilisée pour réduire le bruit. Donc, c'est pour ça qu'il faut 4 transistors pour diviser le bruit par rapport au signal par 2. Bon, c'est toujours un rapport signal sur bruit, sachant que le signal en lui-même, le bruit a augmenté globalement, mais le gain a augmenté encore plus vite. Et donc, comme ça va se mettre par exemple juste avant un ampli op. Ça va être un truc qui va avoir un gain tellement énorme qu'il va y avoir une contre-réaction globale qui va limiter par rapport à l'entrée le gain. Et donc, en fait, on va se retrouver dans une configuration où on va avoir un gain en bruit global de racine de N fois le nombre de transistors. Alors, on ne peut pas les multiplier à l'infini parce qu'il y a un petit courant basse qui va arriver dans le cas bipolaire. Si on met des FET, il y a des capacités qui vont s'additionner, donc peut-être des chutes en fréquence. Donc, on ne peut pas mettre à l'infini des transistors comme ça. Il y a d'autres problèmes qui vont découler. Puis le courant ici pourrait être trop important, etc. Mais l'idée là, c'est que, en fait, le cœur de ça, c'est que le bruit ne suit pas les règles mathématiques que les gains, et il s'augmente beaucoup plus faiblement. C'est ici en racine carrée. Donc voilà, ça c'est encore une des applications des valeurs RMS qui ne peuvent être qu'appliquées ici lorsqu'on manipule les bruits. C'est juste une introduction à des épisodes qui vont suivre sur le bruit, au sens large du terme, comment on le calcule, comment on l'évalue, comment on mélange des sources de bruit, quels sont les types de bruit, etc. Et comment on fait des montages à très très faible bruit et dans quelles conditions il faut se mettre
pour obtenir les performances maximales. Vu la qualité des DAC qu'on obtient actuellement, ça devient critique de pouvoir être au niveau des DAC lorsqu'on a de l'électronique autour. Donc ça, ce sont des choses qui viennent vraiment rentrer en jeu. Donc voilà, c'est juste une introduction donc, des valeurs efficaces, ici au signaux aléatoires, avec les trucs d'avant, le casinus ou les trucs comme ça. Voilà, donc en fait c'est relativement simple, hein. Toute cette notion d'énergie, de puissance, de valeur RMS, c'est assez simple, mais c'est rarement... Moi je l'ai subi à l'école aussi. Au début je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Bon, appliquer les formules et puis c'est tout. Voilà. Mais bon, en fait c'est vachement simple parce que en fait, ce qui est la clé de tout ça, c'est l'énergie. Elle se conserve partout et à partir de là, on déduit tout le reste et c'est tout simplement ça.